2-1 donc avant le scrutin pour les élections à la Knesset en Israël. On continue cette édition spéciale. Je vous rappelle que dans moins d'une heure, Yitzhak Herzog sera notre invité. Puis vous aurez également ensuite une autre émission de débat qui vous sera présentée juste après cette édition avec des militants de partis qui ont été réunis autour de Rudy Sada. Ce sera dans une heure là aussi. Donc on est en pleine élection et on vous fait vivre tout cela sur i24 News jusqu'à demain soir, très tard évidemment, les premières estimations, 22h, heure de Tel Aviv ici, et puis dans la foulée, les réactions, tout cela, vous ne manquerez rien dès demain matin, donc i24 News tout entièrement mobilisé autour de cette journée d'élection. Toujours avec nous, Dror Even-Sapir, notre analyste politique, et puis Gilbert Finkel qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre militant du Meretz, donc le parti, l'un des partis de gauche qui, d'ailleurs... le seul d'ailleurs. Le seul. Alors pour vous, l'Union sioniste, c'est pas la gauche? C'est le centre-gauche. Ouais. Il y a parmi eux des gens de gauche, des gens plus au centre, des gens moins au centre. Il y a un éventail qui représente le centre-gauche. Mais est-ce que vous soutiendrez Herzog? Bien sûr. Donc vous rentrerez, avec le plus grand plaisir. Bon. Donc bien sûr, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tout à fait. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des gens très bien au sein de l'Union sioniste. Bon. À part Herzog lui-même, il y a vraiment des gens très bien. En plus, aujourd'hui, le parti a beaucoup de femmes, et de femmes jeunes, donc j'espère qu'elles feront une longue carrière et qu'un jour, l'une d'entre elles sera même Premier ministre, comme Sheli Yakhimovic. En tout cas, ce ne sera pas Tzipi Livni, puisqu'elle a dit ce soir qu'elle refuserait de renoncer à l'accord de rotation. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est encore de la propagande. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, pour moi, c'est de la propagande. Les gens disent, après, il y a des accords, des tractations, des échanges, toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est même pas des promesses, je veux dire, c'est vraiment de la propagande électorale de dernière minute, mais peut-être que c'est vrai. Bon, alors vous restez avec nous, on va parler évidemment de cette campagne et des dernières déclarations du jour, et puis on va revenir sur ce qui a été aussi l'un des temps forts de ces dernières heures, le rassemblement de la droite hier soir à Tel Aviv, en plein cœur, place Rabin, lieu symbolique évidemment, car c'est là qu'ont lieu toutes les grandes manifestations pour la paix notamment. Et bien là, c'est Netanyahou qui avait décidé de rassembler ses militants, ses supporters, sujet préparé par Léa Raka. À quelques heures de la clôture de la campagne électorale, 15 000 personnes se sont réunies hier, place Rabin à Tel Aviv. Tous sympathisants et militants des partis de droite. Pancartes, chants et drapeaux à la main, ils étaient surtout présents pour soutenir le Premier ministre sortant, Binyamin Netanyahou. Ils font cela car tant que je serai Premier ministre et tant que le Likoud dirigera, le camp national régnera, et tant que le Likoud règne, nous ne diviserons pas Jérusalem, il n'y aura pas de concession et de retrait territorial. Une fortune déferle de l'étranger vers les ONG de gauche et vers V15, avec pour seul but remplacer le Likoud au pouvoir sous ma direction par un gouvernement de gauche, de Tzipi et Bougie soutenu par la liste arabe unie. Selon les derniers sondages effectués, 72% des Israéliens souhaitent un changement et 55% se décideront en fonction de la situation socio-économique. Majoritairement, la population israélienne semble vouloir du renouveau à la tête du pays. Après 6 années au gouvernement, Netanyahou est en chute libre. Seulement 41% veulent le voir une fois de plus Premier ministre. Voilà donc Netanyahou qui a remis, on l'a vu aussi sur la table, la question de Jérusalem, Dror Even-Sapir. Il l'a réaffirmé aujourd'hui en se rendant d'ailleurs dans un quartier de Jérusalem-Est. Il continuera, s'il est de nouveau Premier ministre, à construire à Jérusalem-Est, ce qui est évidemment une décision politique qui le démarque du centre et de la gauche. Pas tout à fait dans la mesure où les quartiers israéliens de Jérusalem-Est font partie de ce qu'on appelle le consensus. Et comme l'a dit Mme Finken, l'Union sioniste, ce n'est pas véritablement la gauche ou la gauche militante, c'est un parti de centre-gauche et pour lequel les quartiers israéliens de Jérusalem-Est ne seront jamais rendus à un éventuel futur État palestinien. Il en va de même d'ailleurs pour ce que l'on appelle les grands blocs d'implantation. Pour cette partie de la classe politique israélienne, il s'agira de trouver
un modus vivendi avec les Palestiniens qui permettrait à Israël de préserver ces quartiers et ces grands blocs d'implantation. Donc pourquoi ne pas continuer à construire dans ces quartiers? Là où véritablement l'Union sioniste, le centre-gauche, se démarque de la droite et du Likoud, c'est sur ce que l'on appelle les implantations isolées, où vivent environ 30% des Israéliens qui vivent au-delà de la ligne verte. Là, pour l'Union sioniste, il n'est pas question de construire de nouvelles habitations, de nouveaux quartiers. Pour le Likoud et bien évidemment pour Naftali Bennett, au contraire, il faut construire partout. Ouais, vous êtes en désaccord là-dessus. Alors justement avec Herzog qui lui semble, autant il est OK pour négocier avec les Palestiniens pour un État, au contraire de Netanyahou, autant sur Jérusalem, il ne veut pas diviser Jérusalem. Ce que je voudrais dire d'abord, ce qui est remarquable dans ce qui a été montré dans le programme là, sur la manifestation d'hier, c'est quand on entend en français Netanyahou, en français ça sonne, ça a vraiment des connotations, le Front National, je trouve que comme association, c'est pas la meilleure. Hein. Ça, c'est pas, j'appellerais pas ça une réussite. Maintenant, la différence, en plus, ce qu'a dit Netanyahou dernièrement, parce que là, mots, Front National pris à part. Oui, non, je sais, mais je veux dire, c'est la traduction qui fait ça. C'est pas, en hébreu, ça n'a pas la même connotation. C'est comme quand on dit, moi, j'ai du mal à utiliser le mot occupation, donc je dis toujours occupation des territoires, parce que moi j'ai grandi avec l'occupation qui était celle de la France pendant la guerre. Donc je parle de la connotation. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au moins maintenant, les choses ont le mérite d'être claires, parce qu'elles ne l'étaient pas tellement. Netanyahou a dit qu'il refusait l'existence d'un État palestinien, alors que c'était très équivoque. Maintenant, à cause de Naftali Bennett, il l'a dit. Naftali Bennett et son parti l'ont forcé à le dire. Donc, la différence pour le moment, c'est que Herzog a dit qu'il veut essayer de reprendre un processus diplomatique. Quant à Jérusalem, de toute façon, moi je pense que tout ça, ce sont des chimères qu'on raconte depuis des années au public, aux citoyens israéliens, à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas diviser Jérusalem? Je veux dire, évidemment, la différence, Herzog ne va pas envoyer des gens ou permettre à des gens d'aller habiter à Siloane ou à Chouafat, comme certains sont installés à Siloane depuis longtemps, ou dans des quartiers tout à fait arabes qui étaient hors de la ligne verte avant 67, bien sûr. Il parle d'un processus diplomatique. Maintenant, je veux dire, on oublie, je ne sais pas si on l'oublie, si on ne veut pas le dire, c'est quand même la Jordanie qui gère le mont du Temple depuis notre accord de paix avec eux, et avec eux, depuis 1967, c'était le Waqf. Donc, ça n'a jamais été une gestion israélienne. J'utilise le mot gestion parce que vous aviez cité, je vous cite, vous, Dror, vous aviez dit, enfin c'est pas vous, que aussi pour le gouvernement, le conflit ne peut pas être résolu. On ne peut que le gérer. Or, je ne sais pas comment on peut gérer quelque chose unilatéralement quand il y a deux parties. Il y a un moment où ça ne va pas. Donc, Jérusalem, l'idée, ce qu'avait proposé Clinton, c'était les quartiers juifs israéliens, les quartiers arabes, au-delà de la ligne verte, aux Palestiniens, et ce qu'on appelle the Holy Basin, toute la partie des lieux saints, avec un statut spécial sous souveraineté israélienne. Je pense que là, il n'y a personne qui veut renoncer. On n'a pas confiance, et avec raison. Maintenant, un jour, ou ça sera ça, ou alors ça sera toujours Jérusalem qui aura des accès de violence. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais je veux dire, je pense qu'il faut quand même dire la vérité. Les Israéliens, les Juifs, ne vont pas se promener dans les quartiers arabes de Jérusalem. Je parle des quartiers proches de la vieille ville, comme Salah ad-Din, tout ça, où quand on y arrive, on a vraiment l'impression que le monde, que c'est très différent des quartiers ouest de Jérusalem. Je veux dire, bien qu'ils soient juste à côté, ce qui était séparé avant 67 pour l'anecdote, c'est important, pour un petit peu mettre un petit bémol à ce que vous venez de dire. Dans cette fameuse rue Salah ad-Din se trouve le ministère de la Justice israélien, les locaux du ministère israélien de la Justice se trouvent rue Salah ad-Din à Jérusalem-Est, pour reprendre la terminologie qui est en cours dans les chancelleries occidentales. Donc la question de Jérusalem, elle a été absente en fait de cette campagne électorale. La question palestinienne a été absente de cette campagne électorale. Tout à fait. Véritablement, sauf dernièrement, parce que les stratèges des grands partis ont tout à fait conscience que pour la plupart des Israéliens, le conflit israélo-palestinien, la question de Jérusalem, la question des lieux saints
à part, encore une fois, les deux marges les plus idéologisées, les plus engagées de la société israélienne. D'ailleurs, celles qui se sont rassemblées place Rabin à une semaine d'intervalle, la gauche il y a une semaine, la droite hier. Eh bien, à part les Israéliens les plus militants, pour qui la question des territoires, la question de Jérusalem, ce sont des questions importantes, alors évidemment avec des réponses diamétralement opposées, mais à part la gauche militante, la droite militante, donc pour 80%, si ce n'est pas davantage, de l'opinion publique israélienne, eh bien, ces questions n'ont pas d'importance ou moins d'importance qu'auparavant. Ce qui compte, ce sont les questions économiques et sociales, le coût du logement, le coût de la vie, les inégalités sociales. Et on a vu à quel point ces questions ont pris une place prépondérante dans la campagne électorale. Vous êtes d'accord là-dessus, justement, parce que Meretz se bat évidemment beaucoup là-dessus. Oui, bien sûr. Seulement, je pense aussi que c'est aussi un leurre de penser que les problèmes socio-économiques vont se résoudre sans que quoi que ce soit fait au niveau du conflit. Je veux dire, à long terme, c'est impossible d'avoir encore des guerres, on va encore se battre avec le Hamas, on va encore avoir des conflits violents. Tout ça, c'est très mauvais pour nous. Regardez, le tourisme, c'est un moteur économique en Israël. Il y a eu une dégringolade depuis le mois d'août, dont beaucoup de gens ne se sont pas... Je vous en parle parce que c'est un domaine que je connais bien. Or, beaucoup ne s'en sont pas encore remis. Il y a eu des... Donc, à chaque fois qu'il y a un embrasement comme celui-ci, ça a des conséquences au niveau économique. Ce qui se passe, les communautés autour de Gaza ne sont pas remises non plus. D'autre part, c'est vrai, mais alors si on parle effectivement des problèmes socio-économiques, Bibi Netanyahou n'a pas donné de réponse là-dessus. Je veux dire, dernièrement, qu'est-ce qu'il a proposé après avoir dissous le gouvernement et proclamé de nouvelles élections? Il propose l'annulation de la TVA sur les produits de nourriture de base. Alors pourquoi avoir attendu? Je veux dire, il n'y en a pas tellement de ces produits-là, le pain, les œufs, les produits laitiers, je ne sais pas. D'un seul coup, on entend construction de 100 000 logements. Quand? Avec quel financement? Comment il va libérer d'un seul coup, jusqu'à maintenant rien du tout, et maintenant 100 000 d'un seul coup. Moi, je vais vous dire, ça me fait exactement penser au métro de Tel Aviv qui a déjà été inauguré 3 fois en 15 ans. Donc, il y a des grandes déclarations, mais sinon, il n'y a pas de choses précises. Qu'est-ce qu'on fait? On peut adresser des reproches. Voilà, mais on peut adresser des reproches. Il n'y a pas non plus de programme où on trouve l'argent pour le dépenser, pour améliorer la situation. C'est possible, mais en tout cas, on peut adresser des reproches un petit peu symétriques aux deux partie de la classe politique les plus engagées justement sur ces questions-là. On peut reprocher à la droite de ne pas avoir proposé de véritables programmes économiques, et puis on peut reprocher à la gauche israélienne d'avoir été, encore une fois, un petit peu atone sur les questions du processus de paix, on vient d'en parler, mais c'est aussi parce que la gauche israélienne, et on sait à quel point le Meretz qui est représenté ce soir par Mme Finken, est en train de jouer une partie de vie ou de mort, hein, puisque oui, sa carrière, il y a des chances sérieuses sur les capacités de ce parti de gauche à franchir le seuil d'éligibilité qui a été augmenté et qui est désormais de 3,25%. Et pourquoi le Meretz est aussi faible aujourd'hui alors qu'il a un programme social, là pour le coup, très avancé et qui peut correspondre à de larges parts de la société israélienne? Eh bien parce que le Meretz n'a pas convaincu, n'a pas donné de réponse claire aux Israéliens, à la plus grande part des Israéliens, même les Israéliens classés à gauche ou au centre-gauche, sur l'échec du processus de paix. On sait à quel point les précédents premiers ministres d'Israël, Ehud Olmert et Ehud Barak, ont pu faire preuve de générosité dans leurs propositions face aux Palestiniens. On sait que les Palestiniens, que la direction palestinienne, Yasser Arafat et puis Mahmoud Abbas, Abou Mazen, n'ont pas répondu avec la même générosité ou n'ont pas même donné un semblant de réponse aux propositions généreuses qui leur avaient été faites par les responsables israéliens de l'époque. Et ça, l'électorat israélien ne l'a pas oublié. Il ne l'a pas oublié qu'après les propositions faites par Ehud Barak et Camp David à Yasser Arafat, Yasser Arafat avait lancé la seconde intifada, dont on sait à quel point elle a été meurtrière et sanglante pour les civils israéliens. Et là, la gauche israélienne, le Meretz n'a pas changé son discours, il ne l'a pas évolué, il est resté très, ancré sur des positions un petit peu en décalage avec celles de la plus grande partie de la société israélienne. Mais ce n'est pas Meretz qui va faire et défaire les élections, je veux dire. Et si Herzog... s'il est sur le point de lutter pour sa propre survie, c'est bien parce qu'il n'a pas adapté son discours. Mais si Herzog, si l'Union sioniste ramasse certaines de ses voix, elle aura encore plus de mandats. Donc, eux, leur point de vue, c'est quand même de continuer à essayer de négocier. Écoutez, on nous dit
Toujours la même chose. À mon avis, Abou Mazen n'est pas Arafat. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une interview de son ministre des Affaires étrangères, dont j'ai oublié le nom, Maliki quelque chose, sur la chaîne 10, qui était très conciliant. À chaque fois qu'il y a ce genre de discours, on n'en parle pas, on ne l'entend pas. D'autre part, si ce qui préoccupe les Israéliens est effectivement surtout les problèmes socio-économiques, dans les plateformes, dans les programmes des partis, Meretz est le seul qui non seulement a proposé où dépenser de l'argent, mais aussi où le trouver cet argent. Pour en prendre comme un exemple, couper dans le budget de l'armée. De l'augmentation des impôts, ça, je l'ai pas entendu. Pour les très gros salaires à partir de 60 000 shekels. OK ? Et en plus, en faveur de couper dans le budget de l'armée, il y a des discussions. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je veux dire, un économiste comme Nehemiah Strassler le répète depuis des années. Il y a là-bas de quoi ultra-libéral. De quoi couper. Oui, je sais. Mais même, justement, lui qui est très libéral dit qu'il faut couper dans le budget de l'armée. D'autre part, alors que l'armée, c'est quand même une vache sacrée, couper dans le budget de la construction dans les territoires, effectivement. Maintenant, justement, tout ça, c'est lié. Donc, comme on raconte aux gens, toujours, il y a une mantra qui est, il n'y a pas de partenaire, donc il n'y aura jamais de partenaire, on ne peut pas choisir nos partenaires, mais ça, l'Union sioniste le pense aussi. Je veux dire, c'est beaucoup plus entre leurs mains qu'entre les mains de Meretz. La plupart des Israéliens le pensent. Meretz, oui, mais ça, c'est le résultat de produits de lavage de cerveau. Au lieu de faire quoi que ce soit, ça fait des années que le gouvernement répond la même chose. Et moi, ça me fait penser, pourquoi est-ce qu'on dit que Bibi est en baisse, enfin son parti, à cause de lui. J'ai lu ça aujourd'hui dans les journaux, que lui a mené la campagne en mettant l'accent uniquement sur lui-même. Or, moi, ça me fait penser à Yitzhak Shamir. Il n'a rien fait et puis il a fini par partir parce que les gens attendent quand même quelque chose d'un gouvernement. Alors, on en parle encore dans un instant. Merci, Dror Even Sapir. On continue à parler de tout cela avec d'autres invités qui nous rejoignent. Et on va s'intéresser aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de cette liste arabe unie présentée pour la première fois à ces élections en Israël, mais il y a aussi un mouvement auprès des Arabes israéliens bien pour le boycott des élections de demain, comme nous le rappelle Arnaud de la Selle. En Israël, les Arabes israéliens représentent 20% de la population, soit un habitant sur 5. Malgré les 12 sièges sortants, la Knesset et une liste commune des différents partis arabes aux élections, les principaux leaders d'associations d'Arabes israéliens appellent au boycott des élections législatives. Ahmed Kaliev se défend des critiques à l'égard du mouvement qu'il représente. Nous ne demandons pas l'expulsion des Juifs ni de les jeter dans la mer, ou l'une de ces rumeurs qui se répandent, ce n'est pas possible. Mais nous n'acceptons pas de devenir partenaires d'un système d'apartheid qui divise notre peuple. Nous voulons un État démocratique pour les Palestiniens en Palestine, qui inclut le droit au retour pour les réfugiés dans leur village. Certains d'entre eux estiment ne pas être entendus ni même bien représentés. Selon les principes fondamentaux de la démocratie israélienne, ces citoyens ont les mêmes droits que l'ensemble de la population. Toutefois, des discriminations sont dénoncées contre ces populations, parfois soupçonnées par leurs concitoyens de soutenir la cause palestinienne aux dépens de l'existence de l'État d'Israël. Le rêve du Palestinien est la véritable libération, l'indépendance palestinienne et la fin de l'occupation sur toute la terre de... Il y a beaucoup de solutions de rechange par le biais de conseils locaux. Nous devons sérieusement réfléchir. Faire partie de la Knesset est un enjeu politique majeur qui conduit à renoncer à notre droit en tant que propriétaire de cette terre. Il faut reconnaître l'illégalité de l'occupation. Ce qui est arrivé en 1948 est une occupation. Le malaise est donc de plus en plus palpable entre les membres des différentes communautés. Personnellement, je ne voterai pas parce que je ne vois aucune personne appropriée. Honnêtement, je ne vois pas qui est approprié pour ce poste. Vous entendez promesse après promesse, mais sans aucun résultat. Le corps électoral arabe israélien, représentant 15% des électeurs, serait en mesure d'obtenir 18 sièges. Et ce scénario relève de la fiction, car à l'intérieur de la communauté, tous n'ont bien évidemment pas la même sensibilité politique. Voilà, on se retrouve pour la suite donc, de cette édition spéciale élection. On est toujours avec Gilbert Finkel, qui est membre du parti Meretz. Yom Tov Kalfon nous rejoint. Bonsoir, vous êtes avocat et vous êtes membre du parti Yachad. On parlera évidemment de cette droite israélienne qui s'est mobilisée hier et vous en faisiez partie, en tout cas le parti Yachad, dans ce rassemblement à Tel Aviv. Et puis nous rejoint également Meir Habib. Bonjour. Bonsoir. Et bonsoir, pardon. Vous êtes député des Français de l'étranger, député UDI. Vous allez d'ailleurs nous
nous donner votre regard sur cette campagne qui s'achève, parce que c'est vrai que eh bien, la France doit regarder ça quand même avec attention, parce qu'on dit que Netanyahou n'entretient pas les meilleures relations avec François Hollande, que peut-être beaucoup de chefs d'État en Europe aimeraient peut-être du changement. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vu de France ou pas? Disons, pour parler très franchement sans langue de bois, la majorité des leaders à travers le monde ne souhaitent pas l'élection de Netanyahou. Et la raison est claire, c'est que Netanyahou défend avant tout les intérêts de l'État d'Israël, de son pays. Pas les intérêts de la France, pas les intérêts des États-Unis, pas les intérêts de l'Europe. Encore que j'ai l'intime conviction qu'il y a des intérêts communs. La lutte contre Daesh, la lutte contre le djihadisme, ce sont des choses que Netanyahou connaît bien et qui sont des valeurs communes. La question demain, moi je lui apporte mon soutien clair, net, fort, à titre personnel. Les Israéliens vont devoir voter, j'ai du respect pour toutes les parties. C'est ça la démocratie. D'ailleurs, ça a souligné. C'est le seul endroit, dans cette partie du monde, où la démocratie s'exprime. C'est le seul endroit où les Arabes vont voter. C'est quelque chose de nouveau dans le monde arabe. Et massivement, ils ont leurs représentants. Et c'est bien parce que c'est la démocratie, et ça continue à être comme ça. Il y a un choix demain. Soit voter pour Netanyahou, soit voter pour le candidat de gauche, Bougie Herzog. C'est un choix absolument légitime. Tous ces coalisés à travers le monde, des millions de dollars ont été investis par les fameuses associations V15 pour bloquer Netanyahou. Une manifestation où il y avait 50-70 000 personnes, l'ensemble de la presse parle de 20 000 personnes. On a esquinté sa femme au niveau des médias, tout est fait pour le bloquer. Malgré ça, quand vous voyez les sondages, la majorité des Israéliens le veulent comme Premier ministre, même si jamais Bougie Herzog, qui est un homme tout à fait respectable, fait un score qui est tout à fait bon, mais il y a entre 8 et 20% quand vous demandez qui vous souhaitez en tant que Premier ministre. C'est ça que doivent faire les choix des Israéliens. Les voisins des Israéliens, c'est l'Iran. Les voisins des Israéliens, c'est le Hezbollah, c'est le Hamas, c'est Daesh. Les gens, pendant des années, pensaient que c'était une guerre de territoire. Cette équation est fausse. C'est une guerre de religion qui est globale. Hélas, nous le sentons par notre chair en France. Nous, Français juifs et Français en général, des policiers, des journalistes, ont été tués par l'islamisme radical. Ce minuscule État se bat depuis sa création. Et j'ai l'intime conviction que les gens de gauche, comme de droite, comme du centre, veulent la paix. Le tout, c'est qu'il ne s'agit pas de décréter la paix. On a en face, les Israéliens en face d'eux, des gens qui sont des sauvages pour une partie, qui veulent pas un État à côté, mais à la place d'Israël. Netanyahou a l'expérience. Netanyahou il y a eu 20 standing ovations au Congrès lors de son discours pour bloquer l'Iran. Imaginez-vous le rang nucléaire. J'ai du respect pour Bougie Herzog, j'ai du respect pour l'ensemble des candidats. Je ne pense pas qu'ils ont la force, l'expérience, le talent nécessaire pour faire face à ces défis qui sont énormes. Netanyahou a fait des erreurs, notamment au niveau économique, où certainement il pouvait mieux faire. Mais malgré tout, quand on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, j'ai pas l'impression, vous vivez, Jean-Charles Banoun, en Israël depuis maintenant quelques années, bien sûr qu'on peut améliorer beaucoup de choses, mais la vie est plutôt belle ici, les gens sont heureux ici, les appartements coûtent cher, il faut baisser les prix de façon... En général, il y a beaucoup de choses à faire, mais le pays est en guerre. 15% de son produit national brut va à la défense de cet État, et croyez-moi, malgré tout, quoi qu'on pense, les différences sont moins importantes que l'on croit, mais ma conviction intime que le seul qui puisse, au niveau sécuritaire en particulier, avoir l'expérience et le talent nécessaire, c'est Benjamin Netanyahou. Alors, justement, Yom Tov Kalfon, vous qui supportez Elisha et le parti Yachad, on a l'impression que Netanyahou, là, ces dernières heures, a tenté justement de montrer qu'il était finalement le seul représentant de la droite en Israël, en parlant, par exemple, aujourd'hui de Jérusalem-Est, où il s'est rendu... Bien sûr. Alors, excusez-moi, on parlait de Netanyahou. S'il y a bien un homme en Israël qui veut que Yachad passe le seuil d'éligibilité et ait le plus de mandats possible, à part Eli Yishai, c'est Benjamin Netanyahou. Car Yachad, en fait, représente 4, 5, 6, voire 7 mandats de la droite qui pourraient, en fait, faire la balance et faire passer d'une coalition ou d'union nationale avec le centre-gauche ou d'une coalition de gauche à une vraie coalition de droite qui est la seule coalition possible pour apporter la stabilité à Israël. D'ailleurs, c'est une des rares coalitions, c'était la coalition de 2009 à 2013 qui a tenu 4 ans, était une coalition de droite avec les partis religieux et les partis de droite. Ce sont les coalitions qui apportent la stabilité au pays. D'ailleurs, la situation, à tous les points de vue, la situation économique et sécuritaire de 2009 à 2013 était très bonne. Et ce sont, quand on a une vraie coalition de droite, avec donc les composantes donc du Likoud, le Beit Yehudi, Yachad, les partis orthodoxes Shas et le parti orthodoxe Ashkenaz, ce sont ces coalitions, et pourquoi pas Moshe Carlon, que ce serait donc le centre, qui peuvent apporter une stabilité au pays. Et c'est ce que le pays veut. Il faudrait que la population comprenne. C'est vrai qu'il y a une envie d'un vote sanction. On veut aller voter comme ça avec le ventre. Non, il faut aller voter avec sa tête. On ne veut pas se réveiller mercredi matin
avec un Premier ministre de gauche soutenu par les éléments les plus extrémistes du pays, les extrémistes comme Hanin Zouabi, anti-sioniste de la Ligue du Parti arabe. C'est pas sûr que le Parti arabe apporte leur soutien à Yitzhak Herzog. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'Herzog a déjà annoncé qu'il n'avait aucune opposition à ce que Ahmad Tibi soit membre de la commission de la défense et des affaires étrangères du pays, là où sont discutés tous les secrets militaires de l'État d'Israël. Herzog, c'est un danger sécuritaire grave pour le pays qu'on ait ce genre de coalition. Le pays, de manière générale, va plutôt bien au niveau sécuritaire. C'est grâce à Netanyahou et aux partis de droite qui le soutiennent. Au niveau économique et social, il y a certes des choses à arranger. C'est pour ça que le parti Yachad d'Eli Yishai, qui est un homme qui est connu comme étant très proche, qui vient lui-même de milieux sociaux défavorisés, il a grandi dans la pauvreté, il sait ce que c'est, et qui lui-même, en tant que ministre, 15 ans d'ancienneté dans les différents ministères justement du commerce, du travail, etc., sait quels sont les problèmes sociaux. Il sera d'une part un renforcement pour Netanyahou, mais aussi on dit le côté social, il viendra l'apporter. On peut être social, on peut être pour des changements sociaux, être de droite. On n'est pas obligé d'être comme Meretz, comme Chamadel, de vouloir... J'ai entendu dire, oui. J'ai entendu Naftali Bennett, là, c'est lui que vous êtes en train de citer, qui a dit ça. Ce que je voudrais, c'est dire deux choses. Quand vous parlez de la situation sécuritaire... C'est pas une insulte non plus, j'imagine. Quand vous parlez de la situation sécuritaire, c'est une question de géographie. Je veux dire, maintenant qu'on a appris que les habitants des communautés proches de Gaza n'auront même plus 15 secondes pour arriver à leur abri, à cause de qui tout ça, madame? Pour eux, non, attendez, pour eux, la sécurité... Qui a voté le désengagement de la bande de Gaza? Le parti Meretz, non? Qui a enlevé les soldats qui gardaient les communautés proches de Gaza? C'est certainement pas Meretz, ça c'est le gouvernement. D'autre part... D'accord, mais qui a créé le problème? Qui a créé le problème de Gaza? Ce n'est pas la droite, quand même. À propos du fait que l'État d'Israël est en guerre, je veux dire, il y a eu, il faut regarder aussi certaines choses. Il y a eu des changements d'alliance. Aujourd'hui, nos meilleurs alliés, c'est l'Égypte, la Jordanie. La chaîne de télévision Al Arabiya de Dubaï a même approuvé à haute voix le discours de Netanyahou. Contrairement à la gauche israélienne. Donc, contrairement à la gauche israélienne. La gauche israélienne n'a pas désapprouvé son discours. Il y a une question de méthode. Il a même été approuvé par David Grossman. Moi, je suis député français, madame. Est-ce qu'on aurait attendu l'agence de l'extérieur, y compris quelqu'un qui ne vote pas Netanyahou? Lorsque Netanyahou va, si vous me permettez de dire un mot, parce que c'est important ce que vous dites, lorsque Netanyahou va aux États-Unis pour défendre l'ensemble des Israéliens, pour que l'Iran ne soit pas nucléaire, il défend pas que les Israéliens, il défend les Européens et les Français que nous sommes. Les Israéliens dans leur ensemble dire va aux États-Unis, on votera pas Netanyahou, mais il est en train de se battre. Alors voilà. Quand vous pensez qu'aujourd'hui on a un allié passif comme l'Arabie Saoudite, c'était quelque chose d'impensable. Ils ne voulaient même pas entendre parler de nous. Parce qu'ils savent que c'est l'Iran. Et surtout, l'Iran, ils ont Daesh qui les menace. Mais Daesh n'existe qu'à cause de l'Iran, madame. Une seconde. Donc, Daesh n'existe que par rapport à l'Iran. Pourquoi ne pas développer une collaboration régionale plus approfondie, puisque l'Égypte est notre meilleur allié avec nos problèmes avec le Hamas. Pourquoi ne pas essayer? On n'a rien à perdre d'essayer quelque chose. À Oslo, la gauche avait promis un houmous à Damas. Aujourd'hui, pendant des années, les Israéliens et l'ensemble des gens de la région n'arrivent même pas à prendre un café tranquillement au centre de Jérusalem. Alors on nous parle de sécurité, la situation sécuritaire. Et au niveau économique, ce qui est paradoxal, c'est de voir que les gens riches dans ce pays votent massivement à gauche et que les gens pauvres votent massivement à droite. Le monde, c'est le monde à l'envers. Je suis bien d'accord avec vous. Je veux dire, en France, les gens pauvres votent à gauche et les riches à droite. Ici, c'est l'inverse. Merci Gilbert Finkel. Je ne peux pas vous laisser plus de temps. Merci Meir Habib. Merci à vous, Yom Tov Kalfon. Dans un instant, la suite de cette édition. Les dernières heures donc de campagne avant le vote pour les élections de la Knesset, ouverture des bureaux de vote d'ailleurs très tôt demain matin en Israël. Dans quelques minutes, invité exceptionnel Yitzhak Herzog, tête de liste Union sioniste, qui viendra donc nous parler à quelques heures donc de la clôture définitive de cette campagne électorale au lendemain du discours de Netanyahou à Tel Aviv. Et puis on va d'ailleurs, parce que c'est un peu aussi une particularité hier en Israël, quand on vote, on ne le cache pas, pour qui l'on vote. Regardez ces quelques réactions recueillies dans les rues de Tel Aviv aujourd'hui. Le Likoud, bien entendu, parce que c'est notre foyer national. Le Likoud assurera la sécurité et la force d'Israël, et c'est ce qu'il nous faut. J'espère que Bibi Netanyahou continuera d'être le meilleur leader que nous n'ayons jamais vu. Non seulement en Israël, mais dans le monde entier.
Je n'ai pas encore décidé. J'hésiterai jusqu'au dernier moment entre Bougie et Lapid. Pourquoi le Likoud et pas le foyer juif? Parce que je sais que c'est entre Bougie et Netanyahou, alors je préfère renforcer le plus fort des deux. Pour qui allez-vous voter? Je n'ai pas encore décidé, mais je ne suis pas pour le Likoud. Donc ce sera Bougie ou quelqu'un d'autre de centre-gauche. Voilà donc ces quelques réactions et puis donc demain bien place aux urnes et au bulletin de vote maintenant pour le dénouement de cette campagne qui continue de s'agiter sur les réseaux sociaux encore au moment où l'on se parle, n'est-ce pas Myri Maman? Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Et le responsable aujourd'hui, eh bien c'est une nouvelle fois Benyamin Netanyahou. Oui, avec deux déclarations aujourd'hui Jean-Charles. La première dans la capitale israélienne à Jérusalem avec en arrière-plan les constructions de Jérusalem-Est. Regardez. Bougie Herzog a dit qu'à Jérusalem-Est sera érigée la capitale palestinienne. Je ne laisserai pas cela se produire. Nous allons préserver l'unité de Jérusalem avec toutes ses composantes. Nous continuerons à construire et à fortifier Jérusalem afin que son partage soit impossible et qu'elle reste à jamais unifiée. La vérité est tellement simple et tellement claire. Si Tzipi et Bougie composent le prochain gouvernement, là, sur ces hauteurs, s'érigera Hamastan bis. Voilà, ça c'est pour la première qui déjà fait le buzz, mais alors la deuxième, elle, crée carrément une tempête sur Facebook et Twitter. C'est une interview pour le site d'information Énergie. Écoutez. Tous ceux qui comptent établir un État palestinien, tous ceux qui comptent évacuer des territoires, offrent à l'islam radical un terrain d'attaque contre l'État d'Israël. C'est ça la réalité qui s'est créée ces dernières années. Celui qui ne comprend pas cela fait la politique de l'autruche. C'est ce que fait la gauche, toujours et encore. Si vous êtes Premier ministre, il n'y aura pas d'État palestinien. En effet. Voilà. Alors, depuis le début de cette campagne électorale, Jean-Charles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un petit peu éludé la question palestinienne. Et bien là, à la veille d'aller se rendre aux urnes, eh bien, Benyamin Netanyahou prend cette question à bras-le-corps, on peut le dire. Et en fait, l'idée, c'est de draguer, évidemment, l'électorat de Naftali Bennett. Alors tout cela, il faut le rappeler, dans la même journée, c'est-à-dire entre ce matin et cet après-midi, ce qui a fait beaucoup réagir, évidemment, les internautes. Oui, alors beaucoup de réactions des opposants, par exemple, comme ce tweetos, on va le voir à l'écran dans un instant, qui estime que Netanyahou est un clown et l'invite tout simplement à rentrer chez lui. Il y a aussi un autre internaute qui, lui, se demande qui peut encore croire en Netanyahou. Eh bien, selon lui, on va le voir dans un instant, seulement les pigeons, Freier, c'est une expression très répandue en Israël. Voilà, seulement les pigeons pourront croire encore en Netanyahou. Mais il n'y a pas que les opposants, Jean-Charles, qui se posent des questions sur ces déclarations de Benyamin Netanyahou. Kedem, par exemple, explique qu'en 2009, Bibi avait promis la fin du Hamas, la chute du Hamas. En 2013, l'arrêt du programme nucléaire iranien. Et puis maintenant, en 2015, il promet qu'il n'y aura pas d'État de Palestine. Cet internaute se demande si elle va effectivement voter Likoud demain ou pas. Alors cette déclaration a également fait le buzz à l'étranger et notamment en France. Oui, alors les médias se sont évidemment tout de suite emparés, les médias français, de ces déclarations. Ils les ont retweetées, ce qui a provoqué une véritable avalanche de tweets hostiles de la part de tweetos et d'internautes français. Hostiles d'abord évidemment à Netanyahou, comme on peut le voir à l'écran dans un instant, donc voilà, mais également à Israël plus généralement, puisque vous savez que souvent il y a cette espèce de glissement entre Netanyahou qu'on identifie à Israël. Par exemple, je suis Zlatan qui écrit le plus gros des FDP. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Benyamin Netanyahou écarte l'idée d'un État palestinien s'il est élu dans une interview. Voilà, des centaines et des centaines de tweets. Alors, passons à présent à un autre parti, l'Union sioniste, car les internautes, c'est pas nouveau d'ailleurs, depuis quelques jours déjà, se demandent où est passé Tzipi Livni, qui est colistière, on va dire, d'Herzog. Oui, et qui a annoncé d'ailleurs ce soir qu'elle abandonnait l'idée de la rotation avec Yitzhak Herzog. Vous savez, normalement, elle devait partager, s'ils étaient élus, si l'Union sioniste passe, le poste de Premier ministre. Eh bien, ce soir, elle annonce qu'elle
abandonne cette idée de rotation. Et ce n'est pas une surprise, puisqu'effectivement, au fur et à mesure de cette campagne électorale, on la voyait de moins en moins, elle était de moins en moins présente, de plus en plus discrète, jusqu'à disparaître des affiches de l'Union sioniste ou des sondages dans les médias, comme on le voit là. On ne voit plus que la photo d'Herzog pour l'Union sioniste. Et les twittos se sont emparés évidemment de cette absence, de cette disparition avec humour. Par exemple, il y a un Twitter qui écrit « Waouh, on m'a appelé de la tombe de Tzipi Livni », c'est ce qu'écrit Mefazer. Vous savez que les candidats ont appelé également, vous savez, ces stands où on appelle les électeurs pour les convaincre. Eh bien, là, on l'a appelé de la part de Tzipi Livni, il était très étonné. Et puis, beaucoup de twittos ont joué sur la disparition de Poutine, vous savez, qui a été retrouvé après 11 jours d'absence. Eh bien, il le compare à cette absence de Livni. Nani écrit, par exemple, « Si on marie Tzipi et Poutine, ils seront Tzipi Poutine », Pit Poutine qui veut dire du bavardage en hébreu. Ou alors, Shachar écrit « On a trouvé Poutine, il ne reste plus qu'à retrouver Tzipi Livni ». C'est vrai que c'est le jour où on a retrouvé effectivement Poutine. Merci Miri Maman. Dans quelques instants, donc on vous l'a dit, eh bien c'est Yitzhak Herzog qui sera notre invité. Et eh bien avant de le recevoir et d'écouter son interview à quelques heures donc de la clôture de cette campagne, eh bien on va vous proposer également de faire mieux connaissance avec celui qui pourrait demain être le mieux placé pour devenir le nouveau Premier ministre de l'État d'Israël. Qui est-il? Avec qui compte-t-il gouverner? Et puis surtout, quel programme compte-t-il appliquer? Eh bien, c'est tout de suite avec Maxime Pérez. 3 minutes de débat par écran interposé. C'est le seul duel qu'aura arraché Bougie Herzog à son grand rival, Benjamin Netanyahou. Dans le rôle d'outsider, le chef du parti travailliste a rempli son rôle pendant la campagne. Une présence remarquée sur le terrain. Des bains de foule à répétition, des interviews à la presse. Yitzhak Herzog s'est donné les moyens de conquérir l'opinion, et même le Tout-Puissant. Désormais, ses partisans ne jurent que par lui pour apporter le changement. Il y a 3 mois, ils étaient pourtant peu nombreux à miser sur le leader travailliste, et encore moins sur son improbable alliance avec la centriste Tzipi Livni. Ce soir, citoyens d'Israël, la présidente du parti Atnoua, Tzipi Livni, et moi-même, nous vous présentons un nouvel espoir et un meilleur futur. Avec Tzipi Livni comme colistière, le pari était risqué mais a fonctionné. D'abord, au coude à coude avec le Likoud, l'Union sioniste s'est progressivement détachée du grand parti de droite dans les sondages. Pour éviter un malaise au sein de sa base électorale, Yitzhak Herzog a soigné son discours, qu'il a voulu d'abord pragmatique. Car pour espérer succéder à Benjamin Netanyahou, le candidat travailliste a compris qu'il lui faudrait fédérer l'opinion autour d'un message, le vote utile. Ne reproduisons pas la même erreur qu'en 2013. Ne dispersons pas nos voix dans les partis susceptibles de soutenir Netanyahou. Votez uniquement pour l'Union sioniste, pour que nous soyons les plus forts et que nous ayons la coalition la plus stable, pour que je puisse diriger le pays. À la différence de 2013 également, Yitzhak Herzog ne s'est pas cantonné à un discours axé sur des problématiques socio-économiques. Préoccupé par la stature d'Israël sur la scène internationale, Bougie souhaite sortir son pays de l'isolement et du statu quo avec les Palestiniens. Nous avons l'intention de redémarrer un processus politique avec les Palestiniens. À ce titre, je ferai tout mon possible pour présenter notre initiative à la Ligue arabe et à tout autre interlocuteur. Pour marquer le grand retour de la gauche au pouvoir, Yitzhak Herzog promet de s'adresser au Parlement palestinien à Ramallah. L'occasion peut-être de ressusciter le camp de la paix. Comme au temps d'Oslo, ses partisans et ceux du changement ont déjà réinvesti la célèbre place Rabin de Tel Aviv. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote en Israël, notre invité ce soir est la tête de liste de l'Union sioniste, Yitzhak Herzog. Bonsoir à vous, merci. Alors, demain, presque à la même heure, vous aurez déjà les premières estimations, les premiers résultats. Quand cette campagne électorale a commencé, on vous donnait très peu de chances d'inquiéter Netanyahou. Aujourd'hui, les derniers sondages vous donnent devant. Comment vous expliquez ce retournement ?
Je pense qu'il y a au cours de ces derniers jours un effort de Netanyahou pour refermer l'écart. Nous fournissons un gros effort pour préserver l'écart. Netanyahou prend des voix de Kahlon et de Bennett et nous faisons un effort pour prendre des voix du Yesh Atid, de Lapid, et nous pour les convaincre que s'ils veulent un changement et s'ils veulent Lapid même dans la coalition, eh bien il faut voter pour l'Union sioniste. Nous avons Livni et moi-même entraîner un changement politique. Et ce n'est pas du tout simple. C'est un combat. Nous ne pouvons pas être indifférents. Et il y a encore des efforts à fournir. Néanmoins, les derniers sondages donnaient quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que vous étiez devant, mais quand on demandait aux Israéliens qui ils voyaient comme Premier ministre, ils disaient encore Netanyahou. Même si l'écart s'est resserré, c'est toujours lui qui était vu comme le Premier ministre. Pourquoi cette différence? Écoutez, ça dépend de qui on demandait. Il y avait dans un sondage vendredi sur la radio publique où je resserrais l'écart. Netanyahou est Premier ministre depuis plusieurs années, donc les gens sont habitués à le voir Premier ministre. Et j'ai davantage maintenant de chances que Bill Clinton avait en face de George Bush. Lorsqu'arrive quelqu'un de nouveau, alors les gens se posent des questions. Est-ce qu'il a l'expérience suffisante? Yitzhak Herzog, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Netanyahou, depuis quelques jours, a décidé de rentrer dans la campagne. C'est sans doute à cause de vous et de vos sondages. Aujourd'hui, par exemple, il a prononcé, on va dire, des phrases qui marquent peut-être une vraie différence avec vous. Sur Jérusalem, il a dit que lui, il continuerait de construire partout dans Jérusalem. Pour ce qui est de l'État palestinien, il a dit que s'il était réélu, il n'y aurait pas d'État palestinien. Est-ce que là-dessus, vous êtes en total désaccord avec lui sur ces deux sujets? Je ne sais pas de quel Netanyahou on parle en fait. Le Netanyahou qui a, d'après la presse, s'est mis d'accord pour accepter des renoncements qui iront tout à fait loin dans les négociations. Je ne sais pas de quel Netanyahou on parle. Je sais que Netanyahou panique. Je sais qu'il fait des zigzags permanents entre différents groupes. Et pour moi, il est important de préciser qu'il est important pour Israël qu'il y ait un processus diplomatique. Il est important qu'en Israël il y ait un État juif et démocratique avec une majorité juive solide pour plusieurs générations. Et par conséquent, Israël doit parvenir à un processus diplomatique de séparation avec les Palestiniens. Et dans nos relations avec les Palestiniens, il y a eu un changement. Ils considèrent que Netanyahou est faible et par conséquent, ils ont entamé des processus unilatéraux face à la communauté internationale. Et sur Jérusalem, lui vous accuse de vouloir diviser Jérusalem. Hier, vous étiez d'ailleurs au Kotel, au mur des lamentations à Jérusalem. Lui est allé aujourd'hui à Jérusalem-Est, dans un quartier construit pour ce qu'on appelle des implantations. Vous estimez qu'il y a une frontière aujourd'hui à Jérusalem ou pas? J'estime et je pense que Netanyahou nous raconte des histoires. Je considère que Jérusalem est unie comme la capitale d'Israël pour toujours. C'est la manière dont je vois les choses. Jérusalem est importante pour nous tous et cher, il nous est à tous cher. Et Netanyahou n'a rien fait en fait pour Jérusalem au cours de ces dernières années. Il n'y avait rien eu à Jérusalem. Comment on peut, avant de séparer de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe avec les habitants palestiniens, qu'est-ce qui se passe avec les Haredim, les ultra-orthodoxes? Par conséquent, il faut savoir comment on construit Jérusalem, comment on la renforce avec toutes ces populations. Et à mon grand regret, à cause de la rhétorique de Jérusalem, et c'est lui qui a mis le sujet de la séparation, de la division de Jérusalem à l'ordre du jour. Et c'est regrettable. Yitzhak Herzog, si vous obtenez demain soir donc le plus grand nombre de sièges, est-ce que vous pensez pouvoir avoir une coalition? Parce que c'est ça la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui, pas seulement en Israël, partout. Est-ce que vous arriverez à former une coalition pour effectivement remplacer Netanyahou? Je suis convaincu d'être en capacité de former une coalition, une bonne coalition pour Israël. Et il y a beaucoup de souplesse et j'ai dit à plusieurs reprises que ceux qui veulent le changement, ceux qui veulent des solutions pour le problème du logement et de l'emploi doivent nous donner la force nécessaire pour que je puisse rassembler une coalition forte pour Israël. On a dit que vous essayez aussi de convaincre peut-être les partis de la liste arabe unifiée de vous soutenir. Vous en aurez besoin, vous pensez?
Je ne parle pas avec la liste arabe unifiée. Ils ont annoncé qu'ils ne rentreront dans aucune coalition et par conséquent, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour ce qui est de Yesh Atid et donc de Yair Lapid, qui sera sans doute quelqu'un dont vous aurez besoin, puisque lui ne veut plus de Netanyahou, ce sera difficile peut-être de le faire cohabiter avec des partis orthodoxes comme Chasse. Ça aussi, ça ne va pas compliquer les choses si vous avez besoin des uns et des autres? J'ai prouvé dans le passé que je pouvais rassembler des publics différents, mener des grandes décisions politiques. J'étais membre du cabinet, j'ai des dizaines d'années, j'étais membre du cabinet de sécurité pendant de nombreuses années. Je suis convaincu de ma capacité à le faire. Aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas quand on regarde à l'étranger, le sentiment donné ou peut-être la réserve exprimée par beaucoup de pays que beaucoup de capitales, que ce soit aux États-Unis, à la Maison-Blanche ou en Europe, souhaitent un changement en Israël. Vous sentez ça? Vous sentez être porté aussi par ce désir de la part de pays occidentaux? Je ne prends pas du tout ça en considération, que ce soit clair. Ce qui est important pour moi, c'est l'intérêt d'Israël et sa stature internationale. Il y a une volonté d'un changement régional, il y a une volonté d'initiative pour la paix, mais ça doit être le public qui doit en décider. C'est le public qui doit décider s'il veut ou non un changement. Et changement ou la déception. Alors, on a beaucoup parlé d'économie dans cette campagne en Israël, de social, ce que Netanyahou ne voulait pas faire au début. Finalement, il y est arrivé. Vous avez l'impression que c'était ça, le point central de cette campagne en Israël, c'était les dossiers économiques, sociaux, et pas l'Iran, pas le dossier palestinien? Oui, c'est vrai, je ne méprise rien. Tous les sujets sont importants et j'ai obtenu le soutien de tout le leadership sécuritaire d'Israël de ces dernières années, Meir Dagan, Yuval Diskin, Ehud Barak, Eliezer Shkedi, Amos Yadlin, des personnalités tout à fait sérieuses, mais le public veut un changement. Le public en a assez de Netanyahou et le public en a assez de la situation dans laquelle Israël se trouve actuellement. Il nous reste très peu de temps, mais quelle est la mesure phare? Parce que Netanyahou, hier soir, a défendu à Tel Aviv son bilan économique. Vous, quelle est la mesure phare que vous aimeriez prendre si vous êtes élu très rapidement? Sur quoi vous allez vous démarquer de lui? Je parle de l'économie et du social. Il n'a rien fait en fait, Netanyahou. Et concernant le logement, moi, en 100 jours, j'ai adopté mon programme économique et j'invite le public à le lire sur Internet et je ferai un changement social et dans le logement extraordinaire et qui permettra au public de récupérer de l'argent. Ce sera un grand changement social et économique. C'est le programme le plus juste et le plus social qui puisse être adopté par Israël. Quelques secondes, mais un gouvernement d'union nationale, c'est quelque chose qui vous semble possible ou pas là? Non, je ne pense. Aujourd'hui, je ne mène aucune négociation de coalition. Et si j'obtiens suffisamment de voix et de force, je pourrais mener Israël vers une meilleure santé sociale et économique. Merci beaucoup Yitzhak Herzog, tête de liste donc, de l'Union sioniste. Bonne chance pour demain parce que c'est donc dans quelques heures maintenant et c'est votre dernière interview sans doute. Merci de l'avoir donné sur i24 News. Vous étiez notre invité politique donc juste à la veille de ce scrutin qui démarre dans quelques heures en Israël et qu'on vous fera vivre évidemment. Merci à vous.